Bien, mesdames et messieurs, il est 18 h en ce 18 février. J'ouvre la séance du conseil municipal avec la vérification du quorum et la présentation des pouvoirs. Nous avons M. Régis Ségouy qui a donné procuration à Mme Lise Fournier, Mme Agnès Villa a donné procuration à M. Jean-Pierre Martinez et M. Maxime Savy m'a donné procuration. En application de l'article L2121-15 du CGCT, deux auxiliaires au secrétaire de séance sont désignés en les personnes de Mme Aline Josse, secrétaire générale de la mairie, et Michel Martinez, agent comptable. C'est l'occasion pour nous de les remercier, bien évidemment, d'être présentes. Tout le travail qui est fait aussi en amont, chaque fois, des conseils municipaux. Il faut associer aussi Amandine Martinez à ce travail en amont de rédaction des délibérations qui sont présentées. Donc merci à toutes les trois pour ce travail qui est fait régulièrement et avec beaucoup de conscience. L'ordre du jour commence par la désignation de la secrétaire de séance et ce ne sera pas une surprise, je vous propose la candidature de Mme Isabelle Bastier qui l'a acceptée. Est-ce que quelqu'un lui conteste cette position? Non. Dans ce cas-là, on va voter qui est contre, qui s'abstient. Mme Isabelle Bastier est désignée secrétaire de séance. Premier point, affaires juridiques, il s'agit des comptes rendus des décisions du maire en fonction de l'application de l'article L2122-23 du CGCT. Il s'agit des décisions 92-2024 à 10-2025. Toutes ces décisions vous ont été adressées avec la convocation qui est partie donc, le 12 février. Il s'agit de mise à disposition de locaux pour les associations, pour les particuliers, de manière gracieuse ou payante. Voilà. Et donc, il n'y a pas de question, on procède au vote. Qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Je vais vous proposer aussi d'approuver le procès verbal de notre dernier conseil municipal. C'était le 10 décembre 2024. Vous avez reçu là aussi le PV, le projet de PV. Y a-t-il des observations, des questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Point numéro 3, il s'agit de la création du comité communal des feux de forêt 2025 et je passe la parole à Mme Isabelle Bastier, conseillère déléguée à l'environnement. Donc je rappelle que la commune de Montredon-des-Corbières s'est engagée officiellement déjà depuis de longues années dans la prévention des incendies de forêt par la création d'un comité communal des feux de forêt. La commune étant exposée fortement au risque incendie, il est nécessaire, comme chaque année, de s'organiser afin de pouvoir faire face de la meilleure façon possible à ce risque majeur. À ce titre, il a été constitué un groupe de bénévoles choisi par M. le maire, parmi des personnes qualifiées et volontaires, pour assister la municipalité dans la protection du patrimoine forestier et la prévention des incendies de forêt. Ces membres seront désignés ultérieurement par arrêté municipal à l'issue de cette délibération et avant la saison comme chaque année. Voilà, je demande donc au conseil municipal de créer le comité communal des feux de forêt pour l'année 2025 et de désigner par arrêté municipal ultérieurement les membres du comité communal des feux de forêt. Parfait. Avez-vous des questions? Une question? Juste une question sur la forme. Toutes les communes qui sont adhérentes, en fait, qui fonctionnent sur la base de ce CCFF, délibèrent également de la même manière. Oui, tout à fait. Chaque année, il faut chaque année, on renouvelle Bien qu'on soit inscrit dans le groupement EOL, il faut que chaque commune confirme et autorise M. le maire à dresser une liste par arrêté municipal de bénévoles. Alors bien évidemment, c'est Mme Bastier qui se charge de proposer les candidatures. Il y a tout un ensemble de critères, bien sûr, à respecter. Et ensuite, il y a des formations très précises, parce que c'est quand même quelque chose de très important. Ils travaillent pour la protection des personnes, des biens et du patrimoine. Procédons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 4 concerne la fixation en début d'année des tarifs de la restauration scolaire et de la garderie. Et je passe la parole à Mme Christina Pellegrin,
adjointe aux solidarités, adjointe aussi à l'éducation, l'enfance et la jeunesse. Merci Monsieur le maire. Donc, comme vous le savez, la commune s'est engagée dans une stratégie d'alimentation durable et favorable à la santé de nos écoliers. Cela s'inscrit dans un programme national de nutrition santé. C'est un service de qualité qui est très apprécié par les enfants et par leurs parents. La commune de Montredon-les-Corbières sert environ par jour 90 repas dans la cantine de l'école du Castellas pour une école qui accueille 140 enfants. Donc plus de la moitié qui mange et qui déjeune à la cantine. Malgré l'inflation et l'augmentation du tarif des repas par le prestataire, la commune n'a pas souhaité modifier le tarif unique de 4 € qui est appliqué aux familles. Ce tarif reste donc inchangé. Pour information, en moyenne, 40 enfants fréquentent la garderie du matin, la garderie du soir. Ce service est très sollicité. Il a également été souhaité de maintenir ce tarif unique de 1 € par garderie du matin et par garderie du soir. Et le tarif reste aussi inchangé. Donc je vous demande de bien vouloir approuver cette délibération en ce sens. Très bien. C'est vraiment une politique sociale qui est souhaitée puisque le repas est facturé 4,20 € à la municipalité et nous le faisons payer 4 €. Donc on prend, non seulement il n'y a aucune marge réalisée par la commune, mais sur le prix du repas, il y a déjà 20 € de déficit, donc 20 centimes, excusez-moi. 20 centimes multipliés par 90 enfants tous les jours. Et ça, c'est une volonté, c'est de maintenir ce prix. Donc c'est très bien. Et bien sûr, après, il y a d'autres frais qui se rajoutent, hein, le personnel, l'électricité, tout ça, mais tout ça est pris en compte par la municipalité. Si je peux me permettre d'ajouter, c'est peut-être un détail, mais par jour, ça fait des quantités. Le pain qui ne fait pas partie du montant par repas, donc est acheté chez un boulanger, et le CIVOM, étant donné qu'il est installé à Montredon, a choisi le boulanger de la boulangerie du Castellas. Donc tous les jours, c'est 90 tartines de pain qui sont achetées, enfin, c'est pas des tartines, c'est des baguettes, mais qui sont achetées à la boulangerie du Castellas. Très bien. Précision utile. On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Madame Pellegrin va vous présenter le point numéro 5. C'est l'approbation de la convention d'objectifs 2025 avec la Fédération des MJC Occitanie. Donc cette convention, c'est une convention qui reprend les différentes les thématiques par rapport à la MJC de la section jeunesse. Comme vous le savez, on a déposé donc un projet jeunesse et pour cela, il faut qu'il fonctionne. Donc pour cette convention qui précise les objectifs poursuivis et le montant de la subvention, voilà, le montant de la subvention, alors je vais reprendre un petit peu dans l'ordre. Pour assurer le suivi et les animations, nous avons donc recruté une animatrice qui sera affectée à cette PSJ et avec la MJC dans son positionnement avec la mairie, le partenaire. Donc il est proposé au conseil municipal de signer cette convention qui précise les objectifs et aussi le montant de la subvention qui pour l'année 2025, à partir du 8 mars jusqu'au 31 décembre, est un montant de 41 112 € pour cette période. Le conseil municipal pourrait, en validant cette délibération, autorise Monsieur le maire à signer la convention d'objectifs avec la Fédération régionale des fédérations d'Occitanie et aussi le versement de la subvention de 41 112 qui correspond à la période indiquée du 8 mars au 31 mars. Voilà. Et pour revenir sur l'encadrement de cette jeunesse, comme vous le savez, nous avions engagé un partenariat avec la Fédération des centres sociaux pour mettre en place cette PSJ, prestation jeunesse, qui allait du 10 septembre au 31 décembre 2027. Voilà. C'est une volonté politique que nous avons d'avoir poursuivi, malgré le désistement de la CAF au financement du poste d'animatrice, d'animateur. C'est une volonté de la mairie d'avoir poursuivi. Donc nous aurons à partir du 8 mars une animatrice qui viendra intégrer l'équipe de la MJC. Comme Monsieur le maire en a parlé, on en a parlé lors d'une réunion publique. Il s'agit de Marie-Cécile Mathieu, que beaucoup d'entre vous connaissent.
Voilà, donc il est demandé donc, pour le soutien de la jeunesse d'accompagner le personnel à l'émancipation à travers les dynamiques de projets de la vie associative de la MJC de Montredon, de créer du lien et d'engager les territoires pour favoriser le développement et surtout l'engagement et l'épanouissement de nos jeunes. Et pour cela, vous demandez au conseil municipal de bien vouloir voter en ce sens cette délibération. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci pour cette présentation. Avons-nous des questions? Non, ça a été très bien expliqué. On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Donc c'est voté à la majorité absolue. Je vous remercie. Point numéro 6. Il s'agit de l'approbation du nouveau règlement intérieur de la médiathèque Les Olivettes. Et pour cela, je passe la parole à Madame Lise Fournier, première adjointe déléguée à la culture. Je vous remercie, Monsieur le maire. Donc, comme tout le monde sait maintenant, nous avons une très belle médiathèque au sous-sol de la mairie. Il faut pour cela donc un règlement intérieur. Le règlement intérieur de la médiathèque précise les droits et les devoirs de l'ensemble des usagers. Le personnel et les responsables de ce service municipal sont chargés de le faire appliquer. Un exemplaire sera donc disponible à l'accueil et lisible par tous et consultable par les usagers. Il sera aussi lu et approuvé par les adhérents lors de leur inscription ou lors du renouvellement de leur inscription, notamment pour le réseau informatique. Considérant que les règles internes de la médiathèque doivent être connues et comprises par toutes les personnes qui la fréquentent, il est donc nécessaire que le règlement soit lisible. Tous les éléments liés aux actions, services, modalités seront présents dans ce document. Je vous remercie donc, je remercie le conseil municipal d'approuver le règlement intérieur de la médiathèque qui est joint. Parfait. Avez-vous des questions, des observations? Il n'y en a pas. On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 7 concerne l'approbation de la convention de partenariat dans le cadre du réseau de lecture publique avec le Grand Narbonne. Et c'est encore Madame Lise Fournier qui présente cette délibération. Je vous remercie, Monsieur le maire. Donc, comme chaque année, là pour le coup également, le Grand Narbonne, communauté d'agglomération, a développé un réseau de lecture publique qui donne la possibilité à chaque commune du territoire de bénéficier de nouveaux services culturels. La commune de Montredon-des-Corbières adhère depuis 2017 à ce réseau et bénéficie à cet effet d'un site internet, d'un agenda culturel et d'un catalogue informatique partagé, ainsi que les ressources numériques en ligne. Les services du réseau de lecture publique comprennent également la carte unique de lecteur ainsi que la navette qui permet d'acheminer les documents d'une médiathèque à une autre à la demande des usagers. Et comme chaque année, donc, je propose au conseil municipal de renouveler l'adhésion à cette convention pour 3 ans et d'adhérer au règlement associé. Avez-vous des questions, des observations? Il n'y en a pas, on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, on va passer maintenant aux ressources humaines, notamment par le lancement du recrutement des effectifs saisonniers pour la période estivale 2025. Et donc, c'est Madame Lise Fournier qui change de casquette et en sa qualité de déléguée aux ressources humaines nous présente la délibération. Merci encore, Monsieur le maire. Donc, je rappelle à l'Assemblée que traditionnellement, durant la saison estivale, la commune fait appel à des effectifs saisonniers destinés à renforcer les services et à faire face aux nécessités particulières pendant cette période de congé et pendant l'absence des agents permanents de la collectivité. Je vous précise que les emplois sont proposés à des jeunes à partir de 16 ans et habitant Montredon-des-Corbières, afin de leur donner l'opportunité d'un premier contact avec le monde du travail. Ce dispositif entre dans le cadre de la loi numéro 8453 du 26 janvier 1984 et en particulier son article 3 alinéa 2 qui autorise le recrutement d'agents contractuels pour faire face à des besoins saisonniers. Oui, est-ce qu'il y a des questions, des observations par rapport à cela? Oui, donc c'est un effectif qui n'a pas vocation à être ensuite intégré dans la fonction publique territoriale. On est bien d'accord. Pas du tout. C'est vraiment comme tous les ans les saisonniers classiques.
Voilà, par contre, vous avez dit renfort. Est-ce que ce sont, sachant qu'il s'agit de mineurs, ils ne sont pas laissés seuls, il y a systématiquement un titulaire avec quand même? Peut-être Jean-François? Oui, tout à fait, bien sûr. Ce sont des enfants du village, on ne va pas les laisser seuls. Ils sont obligatoirement accompagnés d'un titulaire. Et puis, bon, les tâches qui leur sont affectées sont des tâches, je qualifierais de mineures, mais c'est surtout de propreté dans le village. D'ailleurs, un effort sera fait, sans dévoiler complètement le programme, mais notamment sur des travaux, menus travaux, mise en peinture de barrières de sécurité aux abords de l'école, etc. Donc il y aura tout un programme qui est adapté, bien sûr. Déjà, on adapte notre temps de travail aux conditions climatiques. L'été, on permet aux employés des services techniques de faire journée continue, de démarrer très tôt le matin pour ne pas avoir à travailler au plus fort de la chaleur, entre 14h et 17h par exemple. Et donc effectivement, les jeunes aussi, bien évidemment, sont aussi protégés. Ils perçoivent des chaussures de sécurité, ils ont un équipement adapté, on leur apporte bien sûr de l'eau, enfin il y a tout un ensemble de... Ils sont plus que chouchoutés. Pour éviter, pour limiter, disons, les activités avec les instruments qui sont un petit peu accidentogènes, des broussailleuses... Bien sûr, tout à fait. Tout ça, ils ne touchent pas. C'est des contrats de combien d'heures par semaine? C'est 35 heures, et c'est entre 15 jours et 3 semaines généralement. Selon la demande qui est fournie. Voilà, tout à fait. Et ils sont en complément de nos chantiers jeunes que nous mettrons en place donc au mois d'avril, si mes souvenirs sont bons. Non, juillet, pardon. Je disais une bêtise, oui. Les contrats jeunes, donc les chantiers jeunes que nous aurons donc début juillet. Parfait. Pas d'autres questions. Merci. On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. On continue dans les ressources humaines avec les fixations de modalités de mise en œuvre du télétravail pour certains agents. Et c'est à nouveau Madame Lise Fournier qui va présenter la délibération. Merci, monsieur le maire. Je vais être un tout petit peu plus longue. Alors, après avoir reçu l'avis préalable du comité social territorial en date du 6 février 2025, la présente délibération a pour objet la possibilité de mise en place du télétravail dans la collectivité. Ce télétravail, je le rappelle, est régi par le Code général de la fonction publique et notamment son article L430-1 ainsi que de nombreux décrets. Il se définit comme toute forme d'organisation de travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de la collectivité sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Il ne peut s'organiser qu'à la demande expresse de l'agent. Tous les agents publics, fonctionnaires, titulaires, stagiaires ou contractuels peuvent potentiellement bénéficier du télétravail. Toutefois, je rappelle que l'autorité territoriale, l'employeur, apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées et l'intérêt du service. L'autorisation de télétravail doit préciser les fonctions exercées en télétravail, le ou les lieux d'exercice, les modalités de mise en œuvre, durée, horaire moyen, la date de prise d'effet, le cas échéant la période d'adaptation et sa durée. Le télétravail est ouvert aux activités pouvant être exercées à distance, notamment l'instruction, l'étude ou la gestion de dossiers, la rédaction de rapports, notes, comptes rendus et des travaux par système d'information. En sont donc exclus, évidemment, les activités nécessitant l'accueil d'un public, se déroulant par nature sur le terrain, dans la collectivité, ou encore du travail en groupe. Il peut être régulier ou ponctuel. Par principe, le travail est plafonné à 3 jours maximum par semaine. Son organisation peut se faire soit au domicile de l'agent ou tout autre lieu privé. L'agent devra joindre à sa demande une attestation de conformité. Excusez-moi. L'accord cadre du 13 juillet 2021 précise que le recours à un tiers-lieu est possible notamment en mutualisant les locaux publics ou associatifs de différentes administrations. Cela permet notamment de contrer les éventuelles difficultés de connexion Internet. La collectivité territoriale prend à sa charge les frais et coûts issus de l'exercice direct du télétravail, matériel, logiciel, abonnement, mais il n'est pas tenu de prendre en charge le coût d'une location d'un espace dédié au télétravail.
L'article 6 du décret du 11 février 2016 garantit aux agents exerçant leurs fonctions en télétravail le bénéfice des mêmes droits et obligations que les agents les exerçant sur site. L'agent doit rester joignable et à disposition de son employeur. Celui-ci devra notamment s'assurer que le droit à la déconnexion est bien respecté, notamment en limitant les possibilités d'accès à distance aux outils de travail. Plage horaire interdite, par exemple, la nuit. L'agent assume la responsabilité des outils et matériels qui lui sont confiés. Une indemnité de télétravail peut être versée après décision de l'organe délibérant. Son montant est de 2,88 € par jour avec un plafond annuel de 253,44 €. Il est versé trimestriellement. Aussi, bien évidemment, en fonction du nombre de jours télétravaillés. Il peut prendre fin à tout moment et par écrit, soit à l'initiative de l'administration, soit à celle de l'agent, moyennement un délai de prévenance de 2 mois. De même, le non-renouvellement du télétravail devra être précédé d'un entretien et devra être motivé. En conséquence, je remercie le conseil municipal de valider la présente délibération. Merci pour cette présentation. Je vous passe la parole. Bien sûr, vous avez compris le cadre général. Il s'agit d'un travail exceptionnel. Il ne s'agit pas, bien sûr, pour des agents d'être en permanence chez eux en télétravail. Une question. Oui. J'avais plusieurs questions, mais la présentation a été suffisamment bien claire pour enrayer plusieurs questions. En fait, oui, effectivement, police municipale et tout ça en sont exclus, puisque, par essence, ils sont au contact avec le public. Les agents sont totalement favorables. Et donc, vous avez fait la consultation du comité social territorial. Oui. Voilà. Donc ça, par contre, j'avais une question complémentaire en termes de moyens. C'est-à-dire que, par exemple, quand l'agent, est-ce que c'est l'informatique, le PC informatique de l'agent, est-ce qu'il a le PC de la collectivité, et est-ce que vous avez établi une sorte de charte informatique, enfin, un garde-fou, je dirais, par rapport à ça? Alors, dès lors que ce sera mis en place, les agents qui en demanderont à bénéficier seront ensuite équipés d'ordinateurs portables, puisqu'ils ne vont pas tous les soirs prendre leur tour, leur écran et tout le système. Il y a déjà un personnel administratif qui est dans ce cas de figure, qui a déjà un ordinateur portable et pour qui l'investissement est déjà anticipé. Ensuite, la deuxième partie de la question concernait la charte informatique. Donc, dès que nous sommes arrivés aux responsabilités, nous avons établi une charte informatique qui est signée par l'ensemble des personnels, y compris ceux qui utilisent un smartphone, puisqu'il y a aussi un accès Internet dessus. Ça concerne donc les services techniques, la police, ça concerne aussi les élus. Donc, on a tenu à nous assurer qu'un certain nombre de pratiques qui ont pu avoir lieu ou qui ont lieu ailleurs ne se reproduisent plus. Et c'est pour ça qu'on a immédiatement, dès 2020, mis en place cette charte informatique. Et voilà, elle a été rédigée par un organisme spécialisé. On vous en adressera une copie si vous voulez pour voir. Et c'est la même qui sera signée, bien sûr, qui est déjà signée pour l'agent lorsqu'il travaille à son bureau. Elle s'appliquera de la même manière lorsqu'il sera en télétravail. D'accord. Merci beaucoup. Avec plaisir. Avez-vous d'autres questions? Pas d'autres questions? On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Point numéro 10 concerne aussi les ressources humaines. C'est la modification du temps de travail d'un agent de la commune. Et je passe à nouveau la parole à Madame Lise Fournier pour les ressources humaines. La dernière fois, je vous remercie. Au terme du Code général des collectivités territoriales et notamment des articles L313-1, L542-1 et suivants, il appartient à l'Assemblée délibérante de déterminer l'effectif des emplois et de procéder à la modification du tableau des effectifs. Compte tenu de la demande d'un agent des écoles polyvalent actuellement à 31 heures annualisées, d'augmenter son temps de travail à 35 heures, toujours annualisées, il convient de supprimer et créer les emplois correspondants. Vu le Code général de la fonction publique, vu le décret numéro 88-145 du 15 février 88 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, vu le budget 2025 et la délibération relative au régime indemnitaire,
il convient de procéder à la suppression du tableau de l'emploi d'adjoint technique territorial à temps non complet à raison de 31 heures hebdomadaires relevant de la catégorie C au service enfance et de créer un emploi d'adjoint technique territorial à temps complet relevant de la catégorie C, toujours au service enfance, à compter du 1er mars 2025. La rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement. Elle sera déterminée en prenant en compte notamment les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, détenue par l'agent ainsi que son expérience. Enfin, le régime indemnitaire instauré par la délibération numéro 7/2021 du 17 février 2021 est applicable. Je remercie le conseil municipal de bien vouloir accepter cette délibération. Merci. Avez-vous des questions? C'est un personnel titulaire. Tout à fait. Voilà, c'est pas un contractuel, c'est un titulaire. Titulaire depuis longtemps. Ça fait partie de la politique de la municipalité. On a procédé à 4 titularisations depuis notre arrivée en 2020. Et c'est vrai que si dans le passé, certains agents étaient restés de nombreuses années en contrat, nous, dès lors qu'une personne trouve son plaisir à travailler avec nous et rend satisfaction, eh bien, on procède immédiatement à la stagiarisation et ensuite on l'accompagne vers la titularisation parce qu'on sait bien que sans être titulaire, on a une situation de précarité, ne serait-ce que par rapport au recours aux prêts bancaires, etc. Donc c'est une vraie volonté. Et puis là, ça va permettre à cet agent, passant de 31 à 35 heures, voilà, d'avoir un temps plein. À sa demande. Et en même temps, la modification de l'IFSE, éventuellement, peut-être du régime indemnitaire. Tout à fait. Voilà, par rapport à la quantité de temps de travail. Tout à fait. Bien. Merci. Merci. Procédons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Pas d'abstention, c'est une bonne chose. C'est approuvé à l'unanimité, je vous remercie. Point numéro 11. Environnement. Approbation du projet d'aménagement de la forêt communale de l'Office national des forêts. Et je passe la parole à M. Jean-François Cid, adjoint au cadre de vie. Merci, monsieur le maire. Le conseil municipal est invité à se prononcer sur le projet d'aménagement de la forêt communale de Montredon-des-Corbières, établi par l'Office national des forêts en vertu des dispositions de l'article L212-1 à L212-3 du Code forestier. Le projet d'aménagement de la forêt communale pour la période de 2024 à 2043. C'est déjà une convention que nous avions depuis 2004. Donc, ce sont des conventions qui durent 20 ans. A été élaboré en concertation avec la commune. Il comprend un ensemble d'analyses sur la forêt et sur l'environnement, la définition des objectifs assignés à cette forêt et un programme d'action nécessaire ou souhaitable sur le moyen terme. L'ONF, l'Office national des forêts, proposera chaque année un programme de travaux et un programme de coupe conforme à ces aménagements. Je présume que si la commune le souhaite. Je précise aussi que nous avons des associations dans la commune qui, toute l'année, travaillent sur la forêt communale. Donc on a évité jusqu'à maintenant d'avoir recours à l'ONF, mais pourquoi un jour ou l'autre on n'aurait pas recours à l'ONF? Par conséquent, le conseil municipal je vous demande de bien vouloir approuver le projet d'aménagement de la forêt communale proposé par l'ONF pour la période de 2024 à 2043 et d'en inscrire au budget les crédits correspondants. Parfait. Avez-vous des questions ou des observations? Il n'y en a pas. On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. On continue avec le point numéro 12, le patrimoine. Et là, on va vous présenter une délibération concernant l'adhésion à la convention de partenariat avec la Fondation du patrimoine pour le lancement d'une campagne en faveur de la restauration du patrimoine communal. Et Madame Isabelle Bastier, conseillère déléguée à l'environnement, a bien voulu vous présenter cette délibération. On vous écoute. Je rappelle, si c'est nécessaire, que notre commune de Montredon-des-Corbières est riche d'un patrimoine historique et architectural qui constitue un témoignage précieux de son passé et un élément essentiel de son identité culturelle.
La préservation et la valorisation de ce patrimoine répondent à un double objectif, conserver la mémoire collective et renforcer l'attractivité du territoire. Parmi les éléments remarquables de ce patrimoine figure l'aqueduc des sources dites de Fontfroide, aussi appelé les Montjoie, à forte valeur historique et technique. Ces monuments font face à des problématiques telles que les dégradations causées entre autres par l'incendie de juillet 2023, l'usure naturelle des matériaux et les actes malveillants. La nécessité d'entretenir et de restaurer ces éléments patrimoniaux, dans cette nécessité, la commune envisage de recourir au soutien de la Fondation du patrimoine. Cette démarche permettrait de mobiliser des mécénats par le biais d'une campagne de souscription publique ouvrant la possibilité à toute personne, particulier, entreprise ou association, de contribuer financièrement à la préservation du patrimoine local. Tout don d'ailleurs est défiscalisable à ce titre. Cette initiative a pour but de soutenir en priorité la restauration de l'aqueduc des sources dites de Fontfroide, appelée donc plus communément les Montjoie. Cependant, la présente délibération pourra également s'étendre à d'autres projets patrimoniaux d'intérêt communal identifiés par la municipalité. La commune juge opportun, face à toutes ces considérations, de procéder à la signature d'une ou des conventions avec la Fondation du patrimoine. Je demande donc au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à adhérer à la convention de partenariat avec la Fondation du patrimoine pour le lancement d'une campagne en faveur de la restauration du patrimoine communal, de l'autoriser à prioriser la restauration de l'aqueduc des sources dites de Fontfroide, les Montjoie, tout en permettant d'élargir le champ d'action à d'autres éléments patrimoniaux de la commune, identifiés par la municipalité et jugés prioritaires. De l'autoriser à entreprendre toutes les démarches nécessaires au lancement de la campagne de souscription publique, de l'autoriser à conclure toute action utile à la restauration des éléments patrimoniaux de la commune, de l'autoriser à communiquer largement la campagne de souscription auprès des habitants, des associations, des entreprises locales et des réseaux sociaux afin de mobiliser la participation citoyenne et de renforcer la dynamique de mécénat. Merci pour cette présentation qui concerne l'ensemble du patrimoine communal. Derrière nous, le diaporama qui a été préparé par Madame Eugénie Mulat-Dameron met en image l'église, parce qu'il y a aussi un patrimoine au cœur du village. On n'était pas plus tard qu'hier sur place pour regarder une certaine liste de pathologies du bâtiment qui affectent l'église. Et donc ça fait aussi partie de ce patrimoine pour lequel la Fondation du patrimoine pourrait nous aider. Avez-vous des questions, des observations? S'il n'y en a pas, on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 13 concerne aussi le patrimoine. Et là, il s'agit d'une demande de classement au titre des monuments historiques pour l'aqueduc des sources dites de Fontfroide et de tous ces éléments. Et à nouveau, je passe la parole à Madame Isabelle Bastier, conseillère déléguée à l'environnement. Je redis donc ce que je viens de dire, c'est-à-dire que donc, notre commune est dépositaire d'un patrimoine historique de grande valeur, avec cet aqueduc des sources dites de Fontfroide, donc nos chers Montjoie. Ces ouvrages sont les témoins donc remarquables des anciennes techniques hydrauliques. Ils sont inscrits au titre des monuments historiques depuis l'arrêté préfectoral du 23 mai 2023 et conformément aux dispositions de l'article L621-25 du Code du patrimoine. Le statut d'inscription au titre des monuments historiques prévu par les articles L621-1 à L621-9 du Code du patrimoine n'offre plus une protection suffisante. Le classement permettrait de garantir une protection juridique renforcée, une reconnaissance patrimoniale de niveau national et l'accès à des dispositifs supplémentaires. La valeur historique, patrimoniale et technique de l'aqueduc des sources dites de Fontfroide
En raison de cette valeur, le conseil municipal souhaite demander son classement. Donc actuellement, il est inscrit. On souhaite qu'il soit classé au titre donc des monuments historiques afin d'assurer sa préservation sur le long terme et de bénéficier de moyens de protection et de restauration associés à ce statut. Cette décision s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article L 621-7 du Code du patrimoine qui prévoit la possibilité pour les collectivités territoriales de demander le classement d'un bien présentant un intérêt public au titre de l'art, de l'histoire ou de l'architecture, ce qui correspond tout à fait à notre patrimoine. La commune juge donc opportun de procéder au classement des Montjoie au titre des monuments historiques. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à solliciter officiellement le classement de l'aqueduc des sources dites de Fontfroide au titre des monuments historiques en application de l'article L 621-7 du Code du patrimoine afin de garantir sa conservation sur le long terme et d'éviter toute atteinte à son intégrité, d'autoriser monsieur le maire à mobiliser des subventions publiques en application de l'article L 621-29-1 du Code du patrimoine qui permet l'octroi de financement par l'État et les collectivités territoriales en faveur des monuments historiques classés, d'autoriser monsieur le maire à engager les démarches nécessaires auprès des services compétents de l'État et notamment la DRAC, Direction régionale des affaires culturelles, conformément à l'article R 621-10 du Code du patrimoine et à signer tout document relatif à cette demande de classement et à correspondre avec les services de l'État et les autorités compétentes, d'autoriser enfin monsieur le maire à informer la population de la démarche engagée conformément à l'article R 621-11 du Code du patrimoine afin de mobiliser les acteurs locaux, les habitants et les partenaires potentiels sur l'importance de cette protection. Merci pour cette présentation bien détaillée. Alors, y a-t-il des questions? Oui. Merci de me donner la parole. Je remercie Madame Bastier pour sa présentation qui était vraiment très bien faite et très correctement illustrée. Voilà, par contre, moi j'ai un groupe de viticulteurs qui m'a interpellé au sujet de ce classement au titre des monuments historiques. Donc je ne rappellerai pas la réglementation qui précise que le propriétaire, toute personne ou association, organisme public ou privé ayant un intérêt à faire protéger le bien peut en faire la demande. Jusque-là, c'est la présentation de Mme Bastier qui était parfaite. Au cas d'espèce, par contre, ce comité de viticulteurs m'a confié ne pas en avoir demandé le classement. Ils en revendiquent par ailleurs l'entière propriété. Donc j'aurai deux questions, si vous me le permettez. Qui est propriétaire de ces Montjoie, à savoir la commune ou les viticulteurs propriétaires des parcelles sur lesquelles sont édifiés ces Montjoie, quel cas la procédure n'est pas tout à fait la même. Et la deuxième question, l'arrêté portant inscription de ces Montjoie, puisqu'il y a la graduation, inscription et classement, l'arrêté portant inscription de ces Montjoie par le préfet de région fait-il mention de cette propriété et le cas échéant a-t-il été déféré au tribunal administratif en son temps? Alors, je vais vous répondre. On connaît bien cette situation parce qu'elle nous a déjà été portée à connaissance. Ces trois sources, cet aqueduc et ces Montjoie, qui sont des regards de l'aqueduc enterré, vous le savez, vous avez tous regardé la vidéo qui a été présentée par la commune, ont été, dans un premier temps, achetés par la commune de Narbonne le 4 février 1495, entre les mains du seigneur Jean de Montredon, notamment. Et le 20 mars 1931, le maire de Montredon, M. Parazol, a acheté au titre de la commune, au docteur Lacroix, maire de Narbonne, les sources, l'aqueduc et les Montjoie. Ça fait partie d'un acte. Alors, il a été exposé ici pendant plus de 6 mois. C'est un acte de notaire qui, vous l'avez vu tous, il est exposé dans la vitrine derrière nous. Cet acte signé donc par le maire de Narbonne, docteur Lacroix, et par le maire de Montredon, M. Parazol, est incontestable.
en 1931, la commune de Montredon, le 20 mars, a signé chez le notaire Joseph Bourseau, à Cannes-et-Dode, cet acte. Ça fait suite d'abord à une délibération du conseil municipal de Montredon, le 20 février 1931, et ça fait suite à un arrêté préfectoral. 6 jours après, le 26 février, le préfet reconnaît d'utilité publique cette acquisition. Et donc, c'est pour ça que les deux communes se sont rendues chez le notaire pour signer cet acte. Donc, entre le 5 février 1495 et le 20 mars 1931, pendant 436 ans, ces éléments appartenaient à la ville de Narbonne. Elles étaient sur des terrains privés, bien sûr. Ensuite, en 1931, c'est la commune de Montredon qui a acheté ces sources, cet aqueduc et ces montjoies. Et pour autant, il y a bien sûr des terrains privés tout autour. Et la personne qui vous a sollicité, qui nous a aussi sollicité, est propriétaire du terrain. Et lorsqu'elle a acheté cette vigne, elle est allée chez le notaire. Et le notaire lui a dit, vous êtes propriétaire d'un terrain qui comprend, en droit privé, tout ce qui est en dessous, et tout ce qui est au-dessus. Ça fait partie des règles classiques. Pourquoi est-ce que le notaire n'a pas pu lui indiquer à ce moment-là qu'il était grevé de servitude parce qu'il y avait sur son terrain des propriétés publiques? Parce que le registre des hypothèques remonte à 1956. Donc tout ce qui est antérieur à 1956 ne peut être inscrit par acte de notaire. Quand vous achetez une vigne, vous avez le notaire qui interroge le service des hypothèques, qui remonte jusqu'à 1956, et là il dit, écoutez, à ma connaissance, à la connaissance du registre des hypothèques, il n'y a pas d'acte à partir de 1956. Mais pour autant, cette propriété existe. Et d'ailleurs, ces biens font partie du domaine public communal. Ce ne sont pas des biens du domaine privé communal. Ce qui veut dire que, pour être précis, selon l'article L 3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, il y a deux principes. C'est que ces biens sont inaliénables et imprescriptibles. Inaliénables, ça veut dire qu'on ne peut pas les vendre. Imprescriptible, c'est-à-dire que quand bien même ce bien sur un terrain privé ne serait pas utilisé par la commune, un chemin communal, une montjoie, un aqueduc, eh bien, la personne qui possède le terrain ne pourrait pas se prévaloir d'une prescription acquisitive au bout de 30 ans en disant désormais ces choses miennes. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces biens sont imprescriptibles et inaliénables. Donc, cette contestation, on la comprend, elle a un intérêt personnel, financier et personnel, mais pour autant, le droit s'applique. En plus de ça, Jean-Pierre, vous le savez, dans le droit public est toujours supérieur au droit privé. Et donc, en l'espèce, on peut répondre à ces personnes. Elles sont propriétaires de leur vigne, c'est incontestable. Elles ont sur leur parcelle des montjoies, un aqueduc, des sources parfois, et cela appartient à la commune. Et cela est incontestable. Ça, c'était la première partie de la question. La deuxième partie de la question, c'est est-ce que l'arrêté préfectoral du 3 mai 2023 fait état de cela? Oui. Quand, avec Jean-François Cid, le 17 décembre 2022, on est allé à Toulouse, à la DRAC, défendre l'inscription des montjoies, des sources et d'aqueduc devant la commission, la première des questions a été de dire, écoutez, il y a des références cadastrales, il y a des différents propriétaires, êtes-vous sûr d'être les propriétaires? Donc nous avons versé les dossiers à la candidature, nous avons versé les éléments qui étaient en notre possession, et bien évidemment, c'est les services du préfet de région qui ont validé tout cela. Derrière nous figure l'arrêté préfectoral qui a été exposé pendant plus de 6 mois à la vue du public. Il vise un certain nombre de références de parcelles cadastrales appartenant à des privés, mais il est clairement indiqué que les montjoies, l'aqueduc et les sources appartiennent bien à la commune.
Ce n'est pas le maire de Montredon ou le conseil municipal de Montredon qui, par arrêté ou par délibération, s'est octroyé un droit. C'est le préfet de région, c'est même pas le préfet départemental, c'est le préfet de région qui a signé que la commune est propriétaire de l'ensemble de ces éléments, qui sont des éléments publics, imprescriptibles et inaliénables. Écoutez, je vous remercie pour la réponse apportée, qui est très claire. À votre connaissance, de toute façon, il n'y a pas eu de déféré au tribunal administratif, dans les délais requis, ni rien du tout. Il n'y a pas eu de contestation. Nous, on a affiché non seulement de manière classique à l'entrée de la mairie l'arrêté préfectoral. En plus, on en a fait très largement écho, on en a parlé à chaque réunion publique. Il y a un film qui est passé. On a fait une campagne dessus dans le magazine municipal, dans les articles de presse qu'a relayé Madame Jaumier. On a été l'exposition ici même, on a encore quelques traces de cette exposition. Ça a été un événement majeur. Les personnes dont on parle ce soir, sans donner leur nom, étaient présents lors du vernissage, ou en tout cas étaient au courant de cela. Elles avaient tout loisir, à partir du 3 mai 2023, de faire appel à la justice administrative pour contester cet arrêté. Elles ne l'ont pas fait. Aujourd'hui, elles se tournent vers un syndicat d'aménagement pour essayer d'obtenir la reconnaissance de cette propriété. Malheureusement, ce ne sera pas possible. Pour elles. Malheureusement pour elles. Par rapport au problème, apparemment, si vous voulez, de compréhension de ce dossier, je vous propose, si vous en êtes d'accord, bien évidemment, de recevoir ces gens en mairie ou ailleurs, si vous voulez, pour mieux expliquer, parce que derrière, il va y avoir la traduction par une délibération. Ce serait dommage de partir sur un contentieux possible, qui est inutile finalement. Donc, si vous pouviez les recevoir, ça permettrait de clarifier un petit peu la paix, si vous en êtes d'accord. Mais si c'est faisable. Mais déjà, ma porte est ouverte, celle de Jean-François aussi, M. Sid est là. On a déjà reçu la personne en question, à l'occasion notamment de l'organisation de la Ronde des Sources, dès 2023, à nouveau à la réédition de l'événement en juin 2024. Je lui propose, je le dis à l'Assemblée, à nouveau, de le recevoir. Parler avec quelqu'un, c'est écouter la personne et lui répondre. J'espère qu'on l'a déjà reçu, qu'à l'occasion de cette nouvelle réception, on pourra en placer une. Je vous remercie. Je voudrais Oui. juste rajouter quelque chose. Ce ne sont pas des viticulteurs, ce sont des retraités de la viticulture qui sont propriétaires de leurs vignes, mais que ce n'est pas eux qui les exploitent. Juste voilà. Donc ce n'est pas des viticulteurs, ce sont bien des retraités de la viticulture. Je précise. Merci. Voilà. Donc, ceci étant dit, on a été assez précis, j'espère, pour cette demande de classement, qui était quelque chose de très important. Pensons à protéger notre patrimoine. Le niveau d'inscription est atteint. Le niveau classement, ce serait une bonne chose. Donc, je vous demande vraiment d'approuver tous ensemble cette délibération. Aussi, je vous pose la question rituelle. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. C'est voté à la majorité absolue. Je vous remercie. Maintenant, nous allons passer à la délibération 14. Elle concerne le syndicat Audois de l'énergie et du numérique. C'est une mission d'accompagnement personnalisée pour un projet d'énergie renouvelable électrique. Et je passe la parole à M. Jean-François Sid, adjoint à l'urbanisme. Merci, Monsieur le maire. Donc, j'informe les membres du conseil municipal que le syndicat Audois d'énergie et du numérique, dit SIADEN, met en œuvre des actions de conseil au profit des communes volontaires conformément à leur délibération numéro 2016-12 du 18 février 2016, décidant de mettre en place des missions d'accompagnement de projets d'énergie renouvelable. La commune a décidé de faire appel au SIADEN pour un accompagnement de services dans le cadre de la fermeture administrative du site d'enfouissement classé dit la Sorena. Donc c'est le site d'enfouissement qui est derrière la déchetterie.
Après plusieurs appels à propositions, la commune souhaite être accompagnée dans l'élaboration d'un projet photovoltaïque d'environ 1 hectare sur ce site. Cette prestation de service est un accompagnement personnalisé de projets d'énergie renouvelable. Ce service sur 1 an permet d'aider la collectivité dans son projet. Le conseiller ENR du CIADEN réalisera les accompagnements techniques, administratifs et financiers du projet afin de déterminer sa faisabilité, sa cohérence au sein du territoire et donnera lieu à la signature d'une convention d'engagement. Par conséquent, je demande au conseil municipal d'adopter cette délibération d'adhésion à la prestation d'accompagnement personnalisé de projets d'énergie renouvelable pour le projet photovoltaïque au sol situé au lieu dit Le Rouc à Montredon-des-Corbières. Parfait. Avez-vous des observations ou des questions? On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le dernier point de l'ordre du jour, point numéro 15, concerne le cimetière, avec la confirmation de la reprise partielle des emplacements en terrain commun. Et je passe à nouveau la parole à M. Jean-François Cid, adjoint cadre de vie. Merci, monsieur le maire. Donc j'informe l'Assemblée de la nécessité de confirmer la reprise partielle des emplacements en terrain commun du cimetière communal situé dans le carré 1. Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2223-4, R 2223-5 et R 2223-6, relatifs à la gestion des cimetières et à la reprise des concessions en terrain commun. Vu la délibération en date du 1er août 2024 autorisant la reprise de 21 emplacements en terrain commun dans le cimetière communal, considérant que les familles identifiées ont été informées par une portée à connaissance de la reprise des emplacements concernés, considérant la nécessité d'organiser cette reprise afin d'améliorer la gestion du cimetière communal et de permettre la création de lieux de recueillement plus adaptés aux besoins de la population, je demande au conseil municipal de confirmer la reprise partielle des terrains communs du cimetière communal, comme prévu le 1er août 2024, d'entériner la portée à connaissance effectuée auprès des familles identifiées, afin de les informer des modalités de la reprise, de fixer la reprise effective des emplacements concernés au cours de l'année 2025, conformément aux réglementations en vigueur, de décider la fermeture du cimetière communal pendant la période de reprise afin de garantir le bon déroulement des opérations. Cette fermeture sera actée par un arrêté municipal qui sera publié en temps utile. D'autoriser, monsieur le maire, à signer tous les documents administratifs et techniques relatifs à cette reprise. D'inscrire les dépenses correspondantes au budget 2025 de la commune. Très bien, merci pour cette présentation. On a déjà eu l'occasion, vous le savez, d'évoquer le sujet, puisque un carré commun est une obligation. Chaque commune doit avoir un carré commun. La vente de concession est une possibilité, mais pas une obligation. Par contre, le carré commun l'est. Et donc, ce travail va être entrepris très prochainement dans le respect dû aux défunts, bien évidemment, avec toutes les règles, notamment, on l'a dit, de protection, de vue, fermeture du cimetière, des bâches qui empêchent de voir depuis les extérieurs ce qui se passe à ce moment-là. Voilà. Une question? Cela va de soi, mais cette fermeture ne se passe pas en période de Toussaint. Non, alors les travaux sont prévus à compter de mi-avril. Entre la délibération, ensuite... Mais tout est prêt. Tout est prêt pour qu'on commence mi-avril. Alors, on va procéder au vote. S'il n'y a pas d'autres questions, observations, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. C'est la fin de ce conseil municipal. Je vais faire un petit rappel de manif, si c'est possible, oui. Alors, je vais passer donc la parole à M. Jean-François Cid, qui veut nous donner une information municipale. Je voudrais juste faire un petit rappel. Nous entrons à partir du 1er mars dans la période de nidification des oiseaux dans la commune. Alors vous savez, notre commune a la chance d'avoir un biotope et des oiseaux remarquables dans la commune. Je parle des faucons cresserellettes, mais aussi des hirondelles, des moineaux,
puisque le Manon est protégé, et des Martinets. Donc je rappelle qu'avant tous travaux de façade et de réfection des toitures, il faut interroger les services urbanisme de la commune afin de savoir si on n'est pas dans le périmètre de protection de ces oiseaux. Parfait. Question. Simplement pour rajouter une observation complémentaire, simplement pour rajouter dans un autre cadre la grotte de la Ratapenade, qui est, indépendamment de ça, concernée par un autre projet qui est classé Natura 2000. Voilà, qui semble-t-il aujourd'hui a disparu du contexte. Bien. On a fait un ordre du jour bien complet. Je vous remercie pour les informations municipales. Bien sûr, je vous invite, parce que le mois de mars est très chargé, il y a beaucoup d'événements en ce début de printemps. Donc, rapportez-vous à votre application préférée Maille-Montredon, suivez les réseaux sociaux, lisez la presse locale pour vous tenir informé. Je ne citerai aucun événement du mois de mars de peur d'en oublier un seul et de vexer qui que ce soit. Prochain conseil municipal, il y aura un public encore plus dense. Déjà, on remercie le public venu nombreux ce soir. Mais le prochain conseil, c'est le fameux conseil du vote du budget et des subventions aux associations. Fin mars, début avril, nous aurons l'occasion de nous retrouver. Et en tout cas, je vous remercie. Et donc, la séance est levée. Merci. Merci.